Salut et bienvenue sur Anakin pour la review du 8e et dernier épisode de la saison 3 de La Roue du Temps. Le final d'une saison qui était clairement au-dessus des deux précédentes, mais est-ce que ce final était réellement à la hauteur? Et évidemment, avant de vous donner mon avis sur la question, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et de cette saison au global, et laissez un petit like si la vidéo vous plaît. Et donc c'est parti. Donc comme je le disais, un épisode final d'une saison qui était clairement au-dessus du lot, en tout cas des deux précédentes, avec plusieurs épisodes qui étaient vraiment intéressants. Mais après l'épisode 7 qu'on a eu la semaine dernière, est-ce que vraiment ce final était à la hauteur? Parce qu'on a eu un épisode 7 ultra épique, avec Perrine, Manette et Reine, les deux rivières, tout ça. Donc clairement, est-ce que c'était vraiment à la hauteur? Je dirais que pas sûr, parce que comme je le disais déjà la semaine dernière, il y avait tellement d'arcs narratifs à conclure dans cet épisode que malheureusement on est un peu éparpillé. Donc je vais commencer déjà par celui qui m'a, certes, que j'ai trouvé le moins palpitant, même s'il y avait quand même des choses intéressantes, à savoir Tanchiko, avec donc Min, Matt, Nynaeve, le Goth, évidemment, Tom Merrilin et Elaine, qui donc sont toujours à la recherche des bracelets et du collier, recherchés aussi par Liandrin. Bon, très vite, on voit que les choses avancent. Si, on voit que Nynaeve, elle est au top niveau, même avec des baguettes, elle est trop forte. On a aussi droit à un beau moment avec elle, un peu plus tard, quand enfin, ils ont réussi à retrouver, enfin, elle réussit notamment à retrouver le collier. Elle se fait évidemment voler par Liandrin, parce que elle est un peu trop gentille, et puis en plus, elle a toujours ses blocages au niveau de ses pouvoirs et tout. Et donc, on passe d'une Nynaeve qui a presque été Osef pendant une très bonne partie de la saison et même pendant quasiment tout l'épisode, jusqu'à ce que enfin elle passe en mode Super Saiyan, en mode Moïse style, et qu'elle ouvre la mer en deux pour sortir de l'eau et tout. On voit qu'elle est toute contente, elle a réussi à dépasser son blocage, notamment avec la vision qu'elle avait eue dans les arches, tout ça. Donc ça fait un lien, la boucle est bouclée, même si pour le coup j'étais moi-même assez content des effets spéciaux sur toute la saison. Et là, clairement, j'ai trouvé ça un peu bof, surtout le coup de la chaîne, là, avec Liandrin qui l'attache, tout ça, c'était pas super dingue, mais c'était quand même assez sympa, et quand même, clairement, dans cet arc narratif, ce qui était le plus intéressant, c'était déjà Liandrin avec cette espèce de volonté de toujours rechercher le pouvoir, de par son traumatisme d'enfance, le fait qu'elle était impuissante avant et que maintenant elle recherche le pouvoir et tout. Elle fait tout pour devenir une élue, comme ils disent, donc les prochains rejetés, tout ça. Mais on voit encore une fois qu'il y a des dissensions dans les troupes, pourquoi pas. J'ai trouvé que malheureusement Liandrin, elle n'a pas eu son grand moment dans ce final. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus spectaculaire, notamment l'affrontement par exemple avec Nynaeve, ou même avec Moghedien par exemple, alors que là elle se soumet direct, elle se met à quatre pattes presque pour se soumettre et tout. Donc c'était pas forcément aussi épique et aussi spectaculaire que ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, dans cet arc narratif, ce que j'ai beaucoup aimé, déjà c'est évidemment, comme je disais, le Goth Tom Merrilin qui fait équipe avec Elaine et qui enfin va révéler la supercherie de Ravin, qui se fait passer donc pour le prince consort auprès de sa mère. Et on apprend donc que il vient d'arriver et qu'en fait il a modifié la mémoire de ses sujets, de la reine, de la princesse Elaine et tout, et que c'est pas, il a pas pris l'identité du vrai prince consort ou quoi que ce soit comme on aurait pu l'imaginer dans les épisodes précédents. Donc on est clairement sur de la manipulation mentale, donc c'est vraiment un thème qui devient de plus en plus récurrent aussi chez les rejetés. Donc ça c'est intéressant, ça donne envie aussi encore et toujours d'en savoir plus. Et surtout ce petit arc de Elaine avec Tom se finit par un combat assez épique contre une des Ajas Noires, où carrément Elaine elle réussit à s'emparer du bâton de feu, donc un des Sangreal volé par l'Aja Noire avant de quitter la tour. Donc elles seront pas au moins reparties les mains vides, c'est déjà ça, parce que comme je le disais, Nynaeve certes elle a trouvé le collier mais elle l'a perdu. Et clairement moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant à ce niveau là, même si ça devient très fouillis parce qu'on prend pas le temps encore une fois de nous poser réellement les choses et tout, c'est l'histoire autour de Matt et Min, justement, avec notamment Matt qui passe cette arche, qu'avait vu Min notamment dans ses visions, où Matt fait la rencontre d'un Nilfin. Donc pareil, là si on sait pas, on sait pas. On n'a aucune explication de qu'est-ce que c'est, qui c'est, pourquoi, du comment, même si on comprend qu'il va lui exaucer 3 vœux. Évidemment, Matt, comme d'habitude, il réfléchit pas avant de faire des choix et des exigences, donc là il fait des vœux qui sont pas forcément une bonne idée, je pense, puisqu'il notamment il abandonne les âmes et tout ça qui se sont liées à lui quand il a soufflé dans le corps, donc j'imagine forcément qu'il y aura des conséquences à ce niveau-là. Il redevient au final presque un peu un random, notamment puisque son premier vœu, c'est de ne plus être poursuivi par les objets magiques. Et c'est vrai qu'il a un espèce de truc, c'est un aimant en bruit magique, donc
c'était une part de justement de lui que j'aimais beaucoup. Là, est-ce que vraiment le vœu a été accompli, ou est-ce que cette partie du vœu, ce prix, était justement le fait de mourir? Et en gros, tu meurs, donc tu seras plus poursuivi par les objets magiques. Donc ça, on sait pas trop, il y a un petit peu de suspense qui est mis là-dessus. Ça nous permet aussi de comprendre que les visions de Min sont certes inéluctables, entre guillemets, mais qu'on peut en modifier les conséquences, puisqu'elle l'avait vu pendu, elle l'avait pas forcément vu mort, ou en tout cas définitivement mort, et c'est ce qui s'est passé. Il a été pendu, il a perdu connaissance, mais elle a réussi à le sauver. Donc il y a quand même toujours un peu ce côté libre arbitre versus destin, donc ça c'est toujours très intéressant je trouve, et leur arc narratif se finit tout simplement par ils s'enfuient, ils repartent en bateau. C'est une des dernières images qu'on voit de l'épisode. Donc malheureusement, leur arc narratif n'aura pas servi à grand chose. On nous l'a teasé tout au long de la saison quasiment. Ça a été très dilué dans les derniers épisodes. Et là, on a certes un final qui clôt le truc. Mais est-ce que c'était vraiment palpitant pour un final? Est-ce que ça aurait pas mieux valu d'être clôturé dans un épisode précédent? Ou est-ce qu'il aurait pas mieux fallu faire un épisode 9 dans lequel il y aurait eu un véritable final avec vraiment ce qui nous intéresse le plus, à savoir Moiraine et Rand? Mais bon, c'est un autre débat. Puisque par exemple, l'autre arc narratif qui était certes pour le coup très intéressant, notamment dans sa finalité, mais encore une fois qui enlève de cet épique et qui du coup dilue l'intensité de cet épisode, c'est Tar-Valon avec la tour. On a même notamment un flashback qui nous montre l'élection de Siuan en tant que chair d'Amirlin, où à l'époque il y avait déjà Elaida Sedai qui voulait devenir la nouvelle chair d'Amirlin. On voit le comment du pourquoi elle n'a pas réussi à obtenir le pouvoir, et puis ensuite on arrive très vite, les choses s'enchaînent très vite dans l'épisode, puisque comme je vous disais c'était ponctué très rapidement de petits événements. On voit donc les magouilles, on va dire la finalité des magouilles d'Elaida Sedai depuis le début quasiment qu'elle est revenue à la tour, et effectivement par un simple tour de passe-passe de les agents rouges s'en vont, du coup celles qui sont fidèles à Siuan les poursuivent, et du coup il n'y a plus personne pour les élections, et comme par hasard il n'y a que celles qui sont pour Elaida Sedai qui sont présentes à la tour. Du coup elle est choisie comme chair d'Amirlin, et on s'y attendait, mais ça s'est fait un peu trop facilement je trouve. Et puis moi j'avais presque, comme je vous en avais déjà parlé, j'avais presque l'espoir que Elaida Sedai s'en sorte un peu mieux entre guillemets, ou en tous les cas qu'elle soit pas si monolithique dans je suis une méchante et je vais faire des trucs de méchante en voulant poursuivre Rand notamment. Je pensais qu'il y aurait justement un changement de mentalité, ou un switch, ou en tout cas quelque chose de un peu plus nuancé, alors que là vraiment on finit de nous la présenter comme une personne qui recherche uniquement le pouvoir à tout prix, quitte à mentir, à manipuler, alors que justement les Aes Sedai c'est censé pas trop être leur délire, le mensonge. La manipulation oui, mais le mensonge pas trop, et ça va très vite. Par exemple elles réussissent toutes à couper Siuan de la source. On voit qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel aussi en elle quand elle la coupe justement de la source. Ensuite il y a même un espèce de truc qui est pas hyper cohérent, puisqu'elle demande à ce qu'elle l'embarque pour l'interroger, puis ensuite on revient directement dans la même pièce. C'était pas forcément très cohérent et très utile de perdre du temps sur ce genre de choses. On aurait pu arriver directement sur le discours final, même si j'ai bien compris que c'était pour gagner un peu de temps, pour que tous les événements se goupillent en parallèle, notamment avec ce qui se passe avec Moiraine, j'y reviens juste après. Mais justement, j'ai trouvé que ce passage-là, avec Siuan qui baisse les bras, qui lâche son armure, qui lâche tout faux semblant pour dire juste la vérité, c'était enfin ce qu'on attendait à ce niveau-là. Évidemment, ça n'aura pas eu l'impact espéré, puisque les seuls qu'elle aurait pu réellement convaincre, elles n'étaient pas là. Donc ça c'est dommage, ça aurait été justement l'occasion par rapport à cette histoire de on l'embarque du hall pour l'interroger, et ensuite quand on revient, ça aurait été bien justement que toutes les Aes Sedai soient réunies, toutes les Ajas, pour qu'il y ait une espèce à la fois de validation du nouveau statut de Elaida Sedai, et en même temps que son discours à Siuan soit entendu de toutes. Là c'est pas le cas, donc c'est un peu dommage. Après c'était très beau, elle explique que oui, elle est amoureuse de Moiraine depuis toujours, que oui, elles ont vu une prophétie, elles ont entendu une prophétie d'une de leurs sœurs à l'époque, il y a 20 ans, qui expliquait que le dragon était revenu, machin, donc on a enfin entre guillemets le secret qui est levé là-dessus, même si malheureusement ça n'a aucun intérêt, aucun impact chez les Aes Sedai. J'ai peut-être raté ça, mais je crois pas en avoir vu une qui réellement avait l'air de se remettre en question et de se poser la question. Au contraire, on a Elaida qui parle pas, qui est très rigide, très froide, et même sa nouvelle assistante, la Sedai blanche, qui pareil ne réagit pas, au contraire elle la bute. C'est triste, c'est horrible, mais heureusement cette mort aura un impact à plusieurs centaines ou à plusieurs milliers de kilomètres de là, pour Moiraine.
Et du coup, j'en arrive vraiment à la partie que j'ai trouvée intéressante et qui aurait presque mérité, comme je disais, son épisode en entier pour qu'on ait réellement une évolution et un approfondissement du développement de ces personnages-là, à savoir évidemment donc dans le désert des Aïls avec Rand, Moiraine, Hyguen, Lan aussi qui enfin sert à quelque chose. On a par exemple au tout début, on reprend vraiment juste après les événements de l'épisode 6, après lequel Rand a voulu ressusciter la petite qui avait été tuée par Samael et tout. On découvre notamment que évidemment il est toujours en deuil, qu'il s'acquitte de sa dette par rapport à la récolte, donc ça c'est assez mignon. On voit que l'humanité est toujours très présente chez Rand. Étonnamment, Hyguen n'est pas tant en colère que ça de la trahison de Rand avec Lanfear, tout ça, ce dont elle a assisté justement à la fin de l'épisode 6. Donc pourquoi pas, en même temps Hyguen, je trouve que encore une fois elle manque clairement d'écriture et de profondeur dans cette série et notamment dans cette saison, alors que dans la saison 2, je le redis, mais ils avaient posé des trucs assez énormes qui auraient pu être développés de manière assez intéressante par rapport à ce personnage, mais c'est pas le cas, donc dommage. On découvre notamment que par exemple Samael n'est pas mort. Je pensais que le fait qu'il ait été écrasé comme ça, c'était terminé pour lui. Mais non, on découvre même que Moiraine l'a emprisonné parce qu'elle veut qu'il apprenne la maîtrise de son pouvoir à Rand, donc pourquoi pas, même si c'est un peu bancal. Et on découvre surtout que c'est un plan, encore une fois, commun entre Lanfear et Moiraine. Sauf que on a évidemment Moghedien qui est toujours là pour foutre la merde, qui vient tuer Samael. Donc elle, clairement, son but c'est d'être presque la dernière pour devenir un peu la chouchoute du ténébreux, tout ça. Pourquoi pas, hein. En même temps, c'est depuis le début on nous la présente comme une magouilleuse et quelqu'un de très égoïste et très égocentrique, donc pourquoi pas. C'est d'ailleurs assez dégueu la façon dont elle le dézingue, parce que c'est très graphique et en même temps un peu dégueu, mais pourquoi pas, ça fonctionne bien. Surtout que cette saison a fait un peu la part belle au gore comparé aux saisons précédentes. On a eu un peu plus de sang, un peu plus de violence, même si c'était quand même très léger, voilà. Et surtout, on découvre que Rand enfin se réveille un peu et décide de couper les ponts avec Lanfear. Il ouvre enfin les yeux, disons, sur elle. Il avait l'espoir de la sauver, de même que elle avait l'espoir de le faire sombrer du côté des ténèbres pour qu'il brise la roue. Là, lui, il avait un peu l'espoir de la sauver. Clairement, il ne peut pas. Donc, rupture d'amoureux, voilà. C'est pas mal, la scène est plutôt cool, la façon dont il fait ça, même si juste après, c'est évidemment Hyguen qui se charge de l'éjecter. Donc, encore une fois, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça, mais Hyguen, qui connaît son pouvoir depuis une semaine, réussit à éjecter comme une crotte Lanfear, qui elle pratique depuis des milliers d'années. Pourquoi pas, même si, encore une fois, juste donnez-nous un peu de profondeur à ce personnage, donnez-nous de l'écriture, donnez-nous juste une explication, juste le pourquoi du comment, confirmer le fait qu'elle est juste méga plus puissante que tous les autres, sachant que c'est Nynaeve à l'heure actuelle qui a ce statut des Sedai la plus puissante, la plus douée du millénaire. C'est même Lanfear qui le dit justement dans cet épisode. Donc voilà, encore une fois, je suis un peu déçu par l'écriture d'Hyguen. Et là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, le personnage de Lanfear, je trouvais qu'il était plutôt bien écrit et que surtout son arc narratif, ce qu'elle raconte de par son histoire, était vraiment intéressant. Et là, on a une conclusion, entre guillemets, puisque elle a fini d'hésiter entre le bien et le mal. Elle a fini de s'attacher, d'être attachée au dragon. Là, c'est fini. Elle a décidé que voilà, c'était la dernière fois qu'il l'a larguée, puisque c'est un peu son destin. Elle se fait larguer à chaque fois, puisque évidemment le dragon finit toujours par voir en elle le fait qu'elle est juste attirée par les ténèbres et qu'elle aime juste le pouvoir et qu'au final c'est une saleté, quoi. Donc vexée, rejetée, bafouée, ce qui au final correspond bien au nom, hein, les rejetés, elle va décider de se venger et de du coup changer d'optique, puisqu'à la base son plan c'était de ramener Rand dans leur camp. Maintenant clairement elle va se rallier avec ses anciens collègues pour le tuer. On la voit magouiller avec Melindra, une des Aïls qu'on avait déjà vu, il me semble, avec Lan notamment, le lien une relation assez particulière avec Lan. Je pense que la première chose qu'elle lui a demandé c'était de la faire rentrer dans les terres sacrées des Aïls pour faire son faux dragon, tout ça. Donc ça c'était intéressant, même si pareil, encore une fois, ça n'a servi pas à grand chose, vite fait sur le final, mais j'aurais aimé peut-être plus d'intensité, ne serait-ce que sur ce faux semblant, cette hésitation entre les deux dragons, tout ça. J'ai trouvé un peu que c'était un peu comme un pétard mouillé. Heureusement, Lanfear, elle est toujours efficace et elle est toujours assez proactive, puisqu'on a notamment une bataille
très très sympa, même si encore une fois c'est pas non plus fou au niveau des effets spéciaux, mais c'était plutôt cool. Et surtout ensuite on voit Melindra qui a été envoyée pour tuer Lan, donc évidemment pour que plus personne ne puisse protéger Moiraine, et elle refuse de le faire. Donc on a encore ce lien, voilà, même si elle, comme elle le dit, elle a accepté, elle a fait le pacte avec les ténèbres, elle reste un être humain avec une sensibilité, et elle a toujours ce lien très fort avec Lan. Et là, pour le coup, enfin, on nous reparle d'un truc qui est évoqué à peine une fois par saison, je crois, alors que même moi qui n'ai pas lu tout, qui ai lu que les quelques premiers bouquins, c'était déjà évoqué à ce moment-là, c'est l'histoire de la grue dorée. Encore une fois, je crois que je l'ai dit déjà 4 ou 5 fois depuis le début de cette série, mais où est l'histoire de l'épée de Rand ? D'habitude, il a une épée à la grue, et tout ça, ça permet justement d'en apprendre plus sur cette histoire de Malcor, je crois c'est ça, de grue dorée, avec donc justement un lien avec Lan, même un lien avec le passé, enfin, ou en tout cas les ancêtres, entre guillemets, de Rand. Donc tout ça, quand est-ce que ça va être exploité ? J'espère enfin dans la prochaine saison, puisque là, clairement, on nous a mis les mots sur le fait que Lan et la grue dorée représentent en tout cas l'essence de la grue dorée et tout. Donc il serait temps un peu, je pense, de développer ça. Dites-moi pareil en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi, vous êtes un peu frustré à ce niveau-là, pour ceux qui ont lu notamment le bouquin en entier, parce que moi, le peu que j'en ai lu, comme je vous disais, je trouve ça déjà frustrant. Alors ceux qui en plus connaissent le dénouement de cette histoire et son évolution, son écriture au long des bouquins, j'imagine que vous devez être encore plus frustré que moi. Mais j'ai clairement compris que les fans des livres sont pas forcément satisfaits de cette série. Certes, la série, comme vous dites, est bien faite, elle est intéressante, on est quand même très loin du niveau et surtout de la cohérence avec les bouquins, donc en termes d'adaptation c'est pas non plus la folie. Donc moi j'ai bien aimé justement un peu cette évolution. Enfin on nous parle de choses qui étaient passées à l'as dans beaucoup d'épisodes, et on a donc un final du côté de Moiraine qui était plutôt palpitant, j'avoue. On a déjà enfin une conversation entre Rand et Moiraine où ils parlent à cœur ouvert, donc notamment Rand qui comprend les manipulations de Moiraine, de vouloir l'isoler de ses amis, justement ce qui s'est passé au tout début de la saison, on en avait parlé déjà. Donc ça c'est cool, je trouve que cette relation elle est vraiment intéressante entre Rand et Moiraine, même si ça reste toujours assez rapide et assez plat, dans le sens où c'est juste à chaque fois des petites conversations qu'ils ont dans les épisodes, mais on n'a pas vraiment d'interaction un peu dans l'épique ou dans réellement l'émotion, ce genre de choses. Donc on verra pour la suite, même si ça a l'air d'être un peu mal barré pour elle. Et donc on a cet affrontement final entre Lanfear et Moiraine, qui est plutôt pas mal. Moiraine qui commence enfin à maîtriser, ou en tout cas en partie, le pouvoir du Sacarnen, donc c'est plutôt badass. Elle arrive à faire jeu égal quasiment avec Lanfear, qui elle est une rejetée très puissante. C'est assez joli de voir justement ce tissage de lumière contre le tissage des ténèbres et tout, c'était plutôt pas mal. Lan évidemment qui vient s'en mêler, à la grande surprise de Lanfear qui le croyait mort, mais malgré tout je m'attendais vraiment pour le coup à ce qu'il la bute. Je m'attendais déjà à ce que Moiraine meure définitivement et qu'elle se sacrifie en tuant Lanfear, puisque pour moi Lanfear elle a plus ou moins fait son taf en termes narratifs, en tout cas de ce qu'ils en ont fait dans la série, elle a l'air d'avoir fait son taf. Elle était proche de Rand, elle a essayé de l'amener vers les ténèbres, ça n'a pas fonctionné, du coup elle est vexée, elle veut se venger, ça échoue. À moins que justement, comme pour reprendre vite fait les mots de Egwene tout à la fin de l'épisode, est-ce que à nouveau cet équilibre, cette hésitation de Rand entre les ténèbres et la lumière va redevenir un enjeu avec à nouveau Lanfear au cœur de tout ça ? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que juste ils nous ont gardé Lanfear vivante pour qu'elle se fasse défoncer par Egwene qui est sa némésis maintenant. Donc pourquoi pas, ce serait assez drôle à voir, et justement de enfin nous montrer une réelle évolution concrète et cohérente du pouvoir de Egwene, puisque pour ceux qui avaient peut-être oublié, c'est pas le petit coup de lame qu'elle s'est pris dans la gorge qui va la tuer. Elle réussit à s'enfuir et elle va réussir à soigner, puisqu'on l'a vu notamment au tout début de la saison, voire même la saison d'avant, je me souviens plus, que Lanfear a un pouvoir de régénération assez costaud. Donc pour moi, clairement, elle va faire son comeback bientôt, dans la prochaine saison. On ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va arriver, mais elle va faire son comeback. Par contre, pour ce qui est de Moiraine, j'ai vraiment senti à un moment cet abandon, puisque elle-même, elle l'a dit plusieurs fois, elle en a même reparlé avec Rand, c'est que certes, son boulot, sa mission, c'était de s'assurer que Rand reste du bon côté et qu'il ne brise pas la roue, qu'il ne s'associe pas aux ténébreux, et qu'au contraire, il reste du bon côté pour sauver le monde, hein, on va raccourcir très vite comme ça. Et en même temps, elle a découvert dans les visions, dans les anneaux, quelques épisodes précédents, je me souviens plus, le 4, le 5, quelque chose comme ça, elle a découvert que, en gros, sa survie, sa vie, ou sa présence aux côtés de Rand était forcément, entre guillemets, la cause de sa perte.
Donc elle avait plus ou moins accepté le fait de mourir pour laisser Rand accomplir son destin de manière indépendante. Mais encore une fois, est-ce qu'elle est réellement morte? Puisque au moment où elle est sur le point d'abandonner, donc c'est Siwan qui se fait tuer à la tour. C'est triste pour elle, Bichette, mais en même temps, elle servait pas non plus énormément à grand chose, donc il était temps que cette intrigue aussi avance. Le personnage était très sympa, mais elle n'avait pas forcément une écriture de dingue, on la voyait pas énormément souvent, et c'était pas non plus un parangon d'écriture. À choisir, par exemple, moi je préférais sa Léane, sa numéro 2, comment elle s'appelle ça, la gardienne de je sais plus quoi, des chroniques ou un truc comme ça, la gardienne de quelque chose. Perso, moi j'ai plus une préférence pour le personnage de Léane, qui a pas l'air d'être morte elle de son côté, donc tant mieux. Mais donc au moment où Siwan meurt, le pacte qu'elles ont passé ensemble précédemment, Moiraine et elle, est brisé. Je me doutais forcément qu'elle allait avoir une importance par rapport à ce pacte. Pour moi, c'était l'inverse. C'était le fait qu'elle meure n'aurait pas brisé le pacte et ça aurait empêché Moiraine de retourner indéfiniment à la tour, ce qui peut-être sera le cas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se brise au niveau de ce pacte, puisqu'on a vraiment la même couleur de tissage et tout, et elle le ressent surtout que Siwan est morte. Et est-ce que c'est juste la colère, ou est-ce que ce pacte avait un peu bloqué une partie de ses pouvoirs, genre faire un petit stock ou quoi que ce soit? Quoi qu'il arrive, ça crée un déclic chez Moiraine qui passe elle aussi en mode Super Saiyan et réussit à exploser, clairement, même si elle réussit à s'enfuir, mais là on voit que clairement le lien avec le Sakarnen est clairement effectif, puisqu'elle devient assez badass. J'aime beaucoup tout le visuel par rapport à l'épée qui chauffe au fer rouge et tout, qu'elle réussit à briser le bouclier de Lanfear et tout, donc ça c'était plutôt sympa. Et donc cet arc narratif de ce personnage là se termine par Moiraine inconsciente, morte, on sait pas trop, dans les bras de Lan. Décidément elle aura passé son temps dans les bras de mecs dans cette saison, entre Rand dans l'épisode 3 ou 4 et Lan du coup là. Mais voilà, on nous a posé un petit doute, est-ce que Moiraine est morte ou pas? Vu l'importance qu'elle a, ne serait-ce que dans la com de la série, j'ai quand même un doute. Puis clairement, ça reste un des personnages, on en a déjà parlé, qui est quand même très bien écrit, donc ce serait dommage de s'en priver, même si ça pourrait aussi potentiellement laisser la place à l'évolution de d'autres personnages de manière intéressante et efficace. Egwene, par exemple, même Lanfear, même Nynaeve, il serait temps aussi. Donc c'est intéressant. Mais donc, surtout ce qui était vraiment encore plus, je dirais, palpitant, même si ça tombe encore une fois un peu comme un cheveu sur la soupe, dans cet épisode, à savoir vraiment le final de la saison, c'est Rand qui est officialisé en tant que Karakarn, donc dragon pour les Aiel. J'ai trouvé ça intéressant, même si le coup de du coup Lanfear qui a mis la marque du dragon sur un autre Aiel qui doit se faire passer pour le vrai Karakarn pour justement que Rand n'ait pas leur soutien et ne combatte pas l'armée du ténébreux, tout ça, ça tombe un peu à plat puisqu'il arrive, il se présente comme le Karakarn et non, Rand il arrive aussi et il les convainc de manière un peu facile, même si bon après il montre clairement l'étendue de ses pouvoirs et c'était clairement le truc à faire, hein. Juste non, montre-nous que t'es le dragon, fais de la magie, non tu peux pas, ok merci au revoir quoi. Donc le plan de Lanfear était un peu bancal lui aussi. Est-ce que c'était juste pour déstabiliser, pour ralentir son accession au pouvoir ou pour juste créer la dissension au sein du peuple du désert, comme on le voit justement quand Rand fait son petit speech? On sait pas trop, c'était pas forcément encore une fois écrit avec beaucoup de profondeur et beaucoup d'attention. On a voulu finir la saison de manière un peu rapide et c'est dommage. Clairement pour moi il aurait fallu faire un épisode 8 là, celui-là sur Tanchiko et la tour, voilà, et ensuite on faisait un dernier épisode, un final sur uniquement ce qui se passe avec Rand, Moiraine, les Aiel, Egwene et compagnie, même Lan, comme ça on aurait pu développer un peu l'histoire avec Melindra et Lan ou quoi que ce soit, et on aurait eu pour le coup un final vraiment épique avec un beau combat entre Moiraine et Lanfear et Rand qui brille du coup de par ses super pouvoirs aussi à la fin, puisque on reprend un peu presque le gimmick de la saison 2. La saison 2 c'était fini avec Rand qui devient officiellement le dragon aux yeux des peuples de l'Ouest en combattant je me rappelle plus le nom de la ville à la fin de la saison 2, mais voilà, clairement il invoque son dragon de feu et tout, la symbolique est là et clairement on peut plus douter du fait qu'il est le dragon réincarné, et maintenant c'était aux Aiel de convaincre, donc il l'a fait, mais j'ai trouvé ça un peu dommage, surtout que le pitch il est pareil un peu facile, c'est genre non c'est pas lui, c'est moi parce que j'ai entendu le secret. Évidemment il y a cette histoire de secret puisque l'un des chefs Aiel lui a dit de pas révéler le secret par rapport au paradigme de la feuille et tout,
ce qui s'entend, mais Rand, justement, c'est le seul moyen qu'il a de prouver qui il est réellement, c'est d'avoir entendu la vérité. Et en plus, dans la prophétie, ça j'ai trouvé ça cool, presque on l'avait presque oublié, mais on nous le rappelle, c'est que la prophétie disait bien que, donc, né du sang, mais pas élevé par le sang, nanani, il revient, et il va à la fois briser le peuple Aiel et les sauver, et les unir. Donc là, clairement, comme il dit, ben oui, j'ai pas le choix, c'est mon destin, je vais les briser. Et en fait, c'est pas brisé dans le sens physique, il les a pas cassés en deux, mais il a brisé leur mental et il a brisé leur croyance, puisqu'il a révélé qu'en fait, ils étaient tous des briseurs de serments, ce qui apparemment serait une des pires hontes pour ce peuple-là. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si encore une fois, ça va un peu vite et les conséquences sont balayées d'un revers de main. On voit qu'il y a deux camps clairement qui s'opposent, entre peut-être ceux qui acceptent la vérité et ceux qui ne l'acceptent pas, et il utilise du coup ses pouvoirs pour faire pleuvoir. Donc ça c'était cool parce que clairement l'eau c'est le truc le plus sacré à part leur terre pour ce peuple là. Mais moi j'aurais bien aimé aussi qu'il éclate le faux dragon là. Genre crame-le, dépece-le, fais-le exploser devant tout le monde pour montrer que bah non en fait c'est pas lui le dragon puisqu'il est même pas capable de se défendre et que voilà. Et puis surtout ça aurait été un peu un moyen de montrer, comme on dit, de poser son paquet sur la table quoi. Genre si vous mentez, si vous essayez de tricher, eh ben, vous allez en payer les conséquences. Déjà il les menace, hein, il leur dit clairement je vais tous vous, si vous refusez de vous allier à moi, je vais tous vous défoncer et je sauverai que les quelques-uns à la fin qui accepteront de se soumettre. Donc pareil là on voit que le dragon n'a pas forcément toujours la lumière dans son cœur, hein, et c'est ce que va dire justement Hyguen. C'est Hyguen, hein, ou Moiraine ? J'ai déjà oublié. Mais en gros, on a ce petit message à la fin de est-ce que le. Oui, c'est Moiraine, je dis n'importe quoi. Qui, en gros, remet une petite couche de suspense sur quelle va être l'allégeance définitive, finale de Rand en tant que dragon réincarné. Est-ce qu'il va réussir à rester du bon côté ? Est-ce qu'il va sombrer dans les ténèbres ? Et on a cette toute petite hésitation, on le voit dans le regard de Rand à la toute fin de l'épisode, quand justement Hyguen, à savoir la femme qu'il est censé aimer, qui lui dit d'arrêter et que ça suffit, en gros c'est bon, la pluie est tombée, il a montré, maintenant voilà, redescends. Fais attention de ne pas te faire consumer par tes pouvoirs. Déjà que dans l'épisode précédent, là, quand la petite était morte, on a vu qu'il est passé à ça, de se faire complètement engloutir par les ténèbres. Donc là, on va à nouveau nous poser cette espèce de petit suspense sur est-ce que Rand va rester du bon côté ou pas. Bon, en même temps, c'est un faux suspense plus ou moins. Surtout, ça fait sens par rapport aux mots qu'on entend, à savoir quand Moiraine explique que il est censé avoir un cœur de pierre et une âme de feu. Je trouve que l'image est assez jolie et que son cœur de pierre est censé pouvoir pleurer. En plus, on a la symbolique de la pluie et tout, donc ça fonctionnait plutôt pas mal, même si encore une fois, on n'est pas sur de la très très grande écriture, pas la folie, mais c'était plutôt pas mal. Et surtout, on a ce petit mot sur est-ce que son âme de feu pourra encore aimer, et boum, au même moment, on a Hyguen qui s'inquiète pour lui et qui lui demande d'arrêter. Et petit suspense, est-ce qu'il va réellement s'arrêter ou pas ? C'était sympa. C'était pas, comme je le disais, c'était clairement pas à la hauteur de ce que je m'attendais, surtout par rapport aux quelques épisodes qui étaient vraiment très bons de cette saison, et notamment l'épisode 7 qui avait réussi à amener l'épique à un nouveau niveau dans la série. Parce que clairement, moi, j'avais pas été ultra fan du final de la saison 2. C'était peut-être un peu trop épique et même un peu trop bordélique. Là, à l'inverse, ils ont voulu faire quelque chose de plus sobre, mais ça manquait d'ampleur et ça manquait surtout de construction. J'aurais aimé qu'on ait vraiment un peu de désespoir quand par exemple l'autre se présente comme étant le vrai Caracarne, machin. J'aurais aimé un peu plus de détresse, un peu plus de qu'est-ce qu'on va faire, notre plan a échoué, ils veulent manipuler les trucs. Non, lui juste il arrive, il dit ah mais rappelez-vous que dans la prophétie il disait que qu'il fallait naître du sang mais ne pas être élevé du sang, et lui il a été élevé par le sang, donc c'est pas lui. Ok, en fait c'est quoi ce plan ? Presque on a à se dire mais en fait Lanfear elle a réfléchi avant de faire ce plan là, ça a l'air vraiment bidon. Est-ce que c'était juste pour créer une diversion ? Et dans ce cas là, pourquoi pas ? C'était suffisant, juste pour créer un peu de perturbation et de trouble lors de la cérémonie, pour que pendant ce temps Moiraine soit isolée, puisqu'elle n'était pas invitée, hein, vu qu'ils n'aiment pas trop les Aes Sedai et tout. Est-ce que c'est juste ça ? Ou est-ce qu'il y avait vraiment cette volonté d'empêcher Rand d'accéder à ce statut ? C'est pas très clair et j'ai pas trouvé ça non plus, comme je disais, super bien construit, super bien écrit. Mais heureusement, on a eu, comme je disais, quelques petits trucs pas mal, notamment le discours de Rand qui fonctionne bien par rapport à la prophétie, la pluie, tout ça. Donc
Voilà, un épisode qui était malheureusement trop dilué dans ses intrigues différentes. Comme d'habitude, gros défaut, et ça je vais le répéter, je crois jusqu'à la fin de cette série, à moins qu'il change un petit peu là-dessus, mais que tout passe très vite. Après je comprends, il y a énormément de choses à adapter par rapport au bouquin, mais dans ce cas, j'accepte le fait de faire des choix. C'est normal dans une adaptation, mais faites des choix et exploitez-les vraiment, au lieu de juste passer sur tout de manière très vite et très superficielle, encore une fois. Choisissez. Il y a les sujets que vous acceptez d'aborder, vous les abordez de façon efficace, et puis ce qui passe à l'as, ça passe à l'as. Par exemple, c'est vrai que j'en ai même pas parlé tellement j'y ai pas pensé la semaine dernière, mais le père adoptif de Rand, pourquoi il n'était pas là? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Puisque d'après certains de vos commentaires, il est censé être là. C'est même censé, je crois, être le second de Perrine. Donc on a un personnage pareil qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qui même déjà dans la première saison était l'ombre de lui-même, je dirais, parce que dans les bouquins, il est présenté de manière profonde, de manière vraiment intéressante, surtout au tout début, là, quand il y a l'attaque des Trollocs sur sa ferme avec Rand et tout, qu'il est blessé, Rand doit le trimballer, tout ça, il y a une intensité, il y a une émotion, il y a quelque chose de puissant à ce niveau-là. Déjà dans la saison 1, ils l'ont passé un peu à la va-vite, et là il a carrément disparu. Est-ce que c'est un problème, on va dire, méta de casting? Est-ce que c'est l'acteur qui a refusé de revenir pour juste un épisode? Est-ce qu'il s'est fait virer? Est-ce qu'il coûtait trop cher? Enfin, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est vraiment les auteurs qui ont décidé on va pas le mettre? C'est un peu bizarre. Et si jamais ils avaient vraiment décidé de ne pas le mettre, je pense qu'ils auraient peut-être dû faire une phrase. Peut-être que Perrine, quand il est revenu au tout début, la première fois, dans l'épisode où il arrive à Deux-Rivières, il aurait pu juste demander des nouvelles. Quand il demande par exemple des nouvelles de la famille de Matt, il aurait pu demander des nouvelles du père adoptif de Rand, et on aurait pu lui dire, bah il est parti au marché, il est allé pêcher, j'en sais rien, un truc. Il est mort, s'ils veulent, mais juste dites-le nous, le pauvre il est censé être là, surtout que comme certains vous le disaient, il est censé être là et avoir vraiment son importance, donc juste au bout d'un moment donnez-nous du grain à moudre, donnez-nous quelque chose de cohérent à intégrer, et juste expliquez-nous les choses. Pourquoi faire comme s'il n'avait jamais existé? Et c'est un peu le souci, je trouve, sur pas mal de sujets dans cette série. Et comme je le disais, cet épisode final qui est un peu trop dilué et qui manque d'intensité. Heureusement, l'épisode 7 était épique, mais là, c'était un petit peu malheureusement décevant. Même si on est allé jusqu'au bout de ce qui devait se passer, plus ou moins. On remarque en vrai, même surtout, même sur la trahison d'Elaida, ça fait 3 épisodes qu'on l'a pas vu. Ça aurait été bien de remontrer un petit peu ses complots, tout ça, avec Siwan qui justement chercherait à lutter contre cette manipulation de ses sœurs. Il y a même Léane qui lui dit à un moment, parle à nos sœurs, dis-leur, explique-leur la vérité de pourquoi t'as fait ça, et peut-être que tu réussiras à les convaincre. Elle veut pas, tant pis pour elle, bien fait pour elle presque. Donc voilà, même du côté de Tanchiko, tout passe très vite. On les voit au final. Tout ce qu'on les voit faire dans l'épisode, c'est chercher un collier dans un château. Heureusement, il se passe ce qui s'est passé, comme je disais, avec Matt et avec Tom et Elaine, justement, qui découvrent enfin la vérité sur son beau-père qui n'existe pas. Donc voilà, même on a aussi une petite question de Elaine qui dit à Tom, mais qui êtes-vous au final? Et ça, je trouve ça très intéressant, à l'inverse de ce que j'ai pu dire avant, puisque cette petite question pose aussi les bases, clairement, que ce personnage en a encore beaucoup sous la semelle, il y a encore beaucoup de choses à nous raconter, donc ça c'est cool, parce que j'aime beaucoup, comme je vous l'avais dit il y a 2 ou 3 semaines, ce personnage. Donc sur ça c'est cool. Évidemment l'histoire de Lilfin avec Matt, c'est intéressant, même si pareil, on sait pas quoi, on sait pas qui, on sait pas pourquoi. Les conséquences pour Matt seront évidemment, j'imagine, développées plus tard, mais pareil, on les voit partir. Enfin, on les voit qu'elles sont parties déjà, enfin qu'ils sont partis, puisqu'il y a quand même Tom et Matt du coup avec elle maintenant, mais on ne sait pas où elles vont. Possiblement chez Elaine, justement, pour la prochaine étape de leur aventure. On voit qu'elle a le bâton, mais elles ont ni le collier ni les bracelets, donc finalement Moghedien et Liandrin ont atteint leur objectif. Mais est-ce que réellement, certes Liandrin veut l'utiliser sur le dragon, mais est-ce que Moghedien c'est réellement son plan? On n'est vraiment pas sûr, parce que c'est la championne de la trahison, donc on verra. Surtout que là, en plus, l'âge noir de Liandrin, c'est quand même bien diminué. Je crois qu'elle est peut-être la dernière même de son âge, donc elle fait des choix discutables en s'associant avec Moghedien. C'est pareil, la révélation elle est une servante 5 minutes avant, et juste après elle se présente comme Moghedien, et elle la reconnaît comme Moghedien, donc pourquoi, comment, juste parce qu'elle a vu une araignée. Tout, encore une fois, passe un peu vite. Donc clairement, la saison en elle-même, je l'ai trouvée intéressante, vraiment sympa dans sa construction et tout, mais
j'en reviens toujours à ça, l'écriture, elle est vraiment, c'est un minimum syndical et c'est dommage. Et surtout, ce final manque clairement d'épique. On a certes de jolis effets et encore pas tout le temps comme je le disais. Honnêtement là, avec ce final, j'ai presque l'impression qu'il reste encore un épisode. J'ai pas l'impression qu'on nous a fait monter la hype pour nous faire patienter encore 2 ans avant la prochaine saison. Donc frustrant, comme souvent malheureusement ces derniers temps dans les productions récentes. Mais voilà, à voir après. Dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé. Mais ouais, je suis assez frustré. Et là en plus en vous reparlant de cet épisode, je me rends compte que en 1h10, il s'est pas passé tant de choses que ça. Et en même temps, il s'est passé plein de choses. Donc c'est très paradoxal, c'est qu'on a voulu tout nous compresser dans un seul épisode. Et au final, frustrant. Je crois que c'est encore le mot, malheureusement, le mot de la semaine. Je sais plus pourquoi j'en ai parlé, je crois que c'était par rapport à The Last of Us. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes autres reviews si jamais ça peut vous intéresser, il y en a pour tous les goûts. Mais clairement, je suis un peu déçu, un peu frustré de ce final. Je m'attendais à quelque chose d'assez extraordinaire. Même, on en avait parlé à plusieurs d'entre vous dans les commentaires déjà depuis 1 ou 2 semaines. On s'attendait, vu la montée en puissance d'épisode en épisode, on s'attendait clairement à un final, je pense, assez dingue. Et malheureusement, on n'a pas forcément été satisfait, je trouve, à ce niveau-là. Donc voilà. Évidemment, je pense que la prochaine saison, s'il reste sur cette volonté de faire toujours mieux, on n'est pas à l'abri d'avoir enfin une saison qui va rattraper un peu les faiblesses comme elle l'a fait déjà là techniquement, et même au niveau de l'écriture, de manière assez légère par rapport aux saisons précédentes. Il y a moyen que ça continue pour la saison précédente. Même au niveau des costumes, j'en avais déjà parlé au tout début de la saison, mais même au niveau des costumes, je trouve qu'il y a un effort de fait. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la tenue, j'en ai pas parlé non plus au tout début, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire du chapeau de Moiraine, et je trouvais qu'elle avait assez la classe, et en même temps il y avait ce côté très anachronique de sa tenue qui fait très moderne, enfin on va dire 20e siècle. Et j'ai trouvé ça assez marrant et en même temps ça lui va très bien, elle est magnifique avec ce chapeau. Plus que 100 je trouve, malheureusement dans le final elle a pas forcément la plus jolie des tenues tout ça. Mais par exemple dans cet épisode là j'ai beaucoup aimé la tenue de l'une des chefs, Aiel justement, avec son espèce de corne autour des épaules et tout. Enfin, j'ai trouvé que cette tenue était assez intéressante, ils ont fait des efforts en termes de visuel et tout. Donc une production design, ça sur ça j'en démords pas, qui était quand même de très bonne qualité dans cette saison comparée aux précédentes. Même si les VFX c'était pas toujours parfait, notamment dans cet épisode. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Comme d'habitude, j'ai blablaté pendant un moment, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, tout ça. Un petit like si la vidéo vous plaît. Abonnez-vous, partagez la vidéo aussi, ça fait toujours très plaisir pour le référencement. Donc merci d'avance. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Anakaland. Bye!